Écoutez, je dois vous montrer quelque chose qui se passe en ce moment à Washington et dont personne ne semble parler. Un démocratique sénateur vient de déclarer publiquement que l'obsession de Trump pour le Canada est de la déraison. Pas un désaccord politique, pas une préoccupation stratégique. De la déraison. Et voilà où ça se complique. Il n'est pas seul. La Chambre des représentants et le Sénat viennent tous les deux de voter contre les tarifs douaniers de Trump sur le Canada. Des républicains ont rejoint les démocrates. C'est le même parti qui a été en parfait accord avec Trump sur tout jusqu'à maintenant. Attendez, ça empire encore. Les tarifs que Trump a imposés sur le Canada coûtent à votre famille entre 1200 et 2000 $ par an. Ce n'est pas une estimation provenant d'un groupe de réflexion partisan. Ça vient de plusieurs groupes de recherche économique indépendants. La Tax Foundation, le Yale Budget Lab, le Peterson Institute, tous arrivent à peu près au même chiffre. Maintenant, ce que je vais vous montrer change complètement le tableau de ce que nous pensions qu'il se passait dans les relations américano-canadiennes. Des rapports indiquent que le sénateur Tim Kaine s'est levé sur le plancher du Sénat et n'a pas mâché ses mots. Il a dit que la fixation de Trump sur le Canada montre des signes de déraison. Pas en coulisses, pas devant des donateurs, publiquement, sur le plancher du Sénat. Mais ce n'est même pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le Sénat a voté 50 contre 46 pour bloquer les tarifs douaniers de Trump sur le Canada. 4 républicains ont franchi la ligne des partis. Puis la Chambre a fait quelque chose d'encore plus choquant. 219 contre 21. 6 républicains ont défié Trump directement après qu'il les ait menacés publiquement sur les réseaux sociaux. Voilà ce dont personne ne parle. Il ne s'agit plus seulement de tarifs douaniers. Des documents révèlent que Trump a utilisé quelque chose appelé l'International Emergency Economic Powers Act pour imposer ses tarifs. C'est la même loi conçue pour de vraies urgences. Des États voyous, des dictateurs, des cartels, pas des alliés, pas le Canada. La justification, le fentanyl qui traverse la frontière nord. Sauf que voici les données qui détruisent cet argument. Plus de 96% du fentanyl saisi aux frontières américaines provient du Mexique. Moins de 1% du Canada. 1%. Voilà ce qui m'a empêché de dormir la nuit dernière. Les dernières informations montrent que Trump a pris une loi destinée aux menaces pour la sécurité nationale et l'a utilisée pour imposer ce qui équivaut à une taxe nationale sur les familles américaines. La Cour suprême a en fait invalidé ces tarifs IEPA en février. La réponse de Trump, il a immédiatement imposé de nouveaux tarifs en vertu d'une loi différente. Des sources confirment maintenant que les familles américaines paient 1700 $ de plus par an à cause de ces politiques commerciales. Votre café du matin, les importations canadiennes frappées par des tarifs. Les dispositifs médicaux, les fabricants canadiens taxés. L'acier pour construire des navires et des sous-marins vient du Canada, maintenant 35% plus cher. Et puis ça s'est produit. Trump a menacé tout républicain qui voterait contre ces tarifs. Il a dit qu'ils en subiraient sérieusement les conséquences lors des prochaines élections. Il l'a posté pendant que le vote avait lieu. Mais 6 républicains à la Chambre ont quand même voté contre lui. 4 au Sénat avaient fait de même quelques semaines plus tôt. Pourquoi aurait-il risqué ça? Ce que nous apprenons, c'est que leurs circonscriptions sont durement touchées. Les agriculteurs n'ont plus les moyens de s'acheter des engrais. La potasse venant du Canada a bondi de 25% du jour au lendemain. De petits fabricants reçoivent des factures de tarifs inattendus de 20 000 $. Le tourisme en provenance du Canada a chuté de 40%. C'est 4 milliards de dollars de revenus perdus. Des officiels disent maintenant que cela représente la plus grande augmentation d'impôts imposés aux familles américaines depuis 1993. Laissez ça pénétrer. Le président qui a fait campagne sur la réduction des impôts a imposé l'une des plus grandes hausses fiscales en une génération. Mais voilà où ça se complique. Parce que ce n'est plus seulement une question d'économie. La particularité du pouvoir à Washington, c'est qu'il fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Et ce que nous voyons en ce moment avec ces tarifs sur le Canada, c'est le moment où il a cessé de fonctionner. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a tout essayé pour empêcher ces votes d'avoir lieu. Il a mis en place une règle de procédure qui aurait bloqué toute contestation des tarifs de Trump jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce. Un coup habile, n'est-ce pas? Beauté en touche. Éviter la douleur politique. Sauf que 3 républicains ont rompu les rangs lors de ce vote de procédure. Seulement 3.
dans une majorité extrêmement serrée où Johnson ne peut se permettre de perdre qu'un seul vote. 3 républicains ont dit non. Et cela a ouvert les vannes. Attendez, ça empire encore. Les démocrates avaient gardé cette résolution privilégiée depuis le printemps dernier. C'est un outil législatif spécial qui ne peut pas faire l'objet d'un flibustier, qui ne peut pas être bloqué par les règles normales du Sénat, qui force un vote, et une fois que le blocage de Johnson à la Chambre est tombé, c'était terminé. Maintenant, ce que je vais vous montrer change tout ce que nous pensions savoir sur la loyauté partisane. En 2026, le congressman républicain Don Bacon du Nebraska, il prend sa retraite, donc il n'a rien à perdre, a déclaré aux journalistes que la Maison-Blanche avait essayé de faire changer son vote avec des avantages pour le Nebraska. Sa réponse et les 49 autres États. Thomas Massie du Kentucky, Kevin Kiley de Californie, Jeffer du Colorado, Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, Dan Newhouse de Washington. Ce ne sont pas des députés de second rang quelconque. Ce sont des représentants de circonscriptions dévastées par les tarifs. Mais ce n'est même pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est ce que ces tarifs font réellement aux entreprises américaines. Des documents révèlent que General Motors a annoncé entre 3 et 4 milliards de dollars de coûts tarifaires attendus dans ses prévisions financières pour 2026. Pas en note de bas de page, comme facteur de risque clé pour les investisseurs. Voilà ce que personne ne relie entre les points. Les petites économies de comté dans le Sud et le Midwest, celles qui dépendent le plus du commerce international, ce sont elles qui sont les plus touchées. Les constructeurs navals de Virginie utilisent de l'acier canadien taxé à 35%. Ils ne peuvent plus livrer les navires et les sous-marins dans les délais parce que les coûts viennent d'augmenter d'un tiers. Voilà ce que j'ai trouvé en fouillant dans les données. Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont chuté de plus de 21% depuis le début de ces tarifs. 21%. Ce n'est pas une perturbation commerciale mineure. C'est une relation économique qui se rompt. Et puis ça s'est produit. Le Canada a commencé à riposter. Des tarifs de rétorsion sur les produits américains. Maintenant, les produits américains font l'objet d'un boycott dans tout le Canada. Les agriculteurs du Midwest qui luttaient déjà depuis les guerres commerciales du premier mandat de Trump. Ils regardent ça se reproduire. Des sources confirment maintenant que la potasse, l'ingrédient des engrais dont dépendent les agriculteurs américains, a bondi de 25% du jour au lendemain quand les tarifs ont frappé. Des pâtisseries en Virginie font face à des hausses de 25% sur les moules à tarte. Des distilleries, des vignobles, des brasseries se retrouvent hors de prix sur leur marché. Ce que nous apprenons, c'est que les dommages économiques ne sont plus théoriques. Le Congressional Budget Office a publié des estimations montrant que ces tarifs pourraient réduire la croissance du PIB. Les marchés boursiers ont été volatiles. La confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis des années. Tout cela, pendant que Trump continue d'insister sur le fait que les tarifs sauvent notre pays. Des officiels disent maintenant quelque chose qui devrait terrifier tout le monde. Si Trump met à exécution sa menace d'un tarif de 100% sur le Canada concernant un potentiel accord commercial avec la Chine, l'inflation pourrait bondir de 1,5 à 2% presque immédiatement. Les prix de l'énergie flamberaient. Les prix des voitures s'envoleraient. Mais voilà où ça se complique. La résolution du Sénat qui a été adoptée ne peut pas réellement arrêter les tarifs. Même si les deux chambres l'adoptent, Trump peut y opposer son veto. Et il n'y a pas assez de votes pour annuler ce veto. Alors pourquoi des sénateurs et des représentants prennent-ils ces votes? Parce qu'ils essaient d'envoyer un message à Trump, à leurs électeurs, aux tribunaux. Voilà à quoi je reviens sans cesse. 4 sénateurs républicains ont voté contre Trump en avril sur la première résolution. Susan Collins, Mitch McConnell, Rand Paul, Lisa Murkowski, pas exactement les modérés du parti. McConnell a voté contre Trump. Attendez, ça empire encore. Les dernières informations montrent que les 4 mêmes ont voté contre Trump. À nouveau. Il ne bouge pas. Et à la Chambre, ces 6 républicains qui lui ont fait défaut, Trump a posté sa menace pendant qu'il votait. Ils l'ont vu. Ils ont quand même voté contre lui. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi ça a de l'importance au-delà d'un simple ensemble de tarifs. Voilà ce qui se passe vraiment en coulisses et que les médias ne relient pas pour vous. Il ne s'agit plus seulement du Canada. Il s'agit des limites du pouvoir présidentiel. Et nous venons d'assister à ces limites mises à l'épreuve en temps réel. Laissez-moi vous expliquer comment cette chose s'est réellement effondrée.
Trump a déclaré une urgence nationale le 1er février 2025. La justification était le trafic de fentanyl en provenance du Canada. En quelques heures, il a imposé des tarifs de 25% sur presque tous les produits canadiens, 10% sur l'énergie. L'autorité qu'il a utilisée, l'International Emergency Economic Powers Act, l'IEPA. Voilà la chose à propos de l'IEPA. Elle a été adoptée en 1977, conçue pour donner au président des pouvoirs d'urgence lors de menaces extraordinaires, des États voyous, la guerre économique, de véritables crises de sécurité nationale. Mais ce n'est même pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est qu'en près de 50 ans, aucun président n'avait jamais utilisé l'IEPA pour imposer des tarifs. Pas pendant la guerre froide, pas après le 11 septembre, pas lors d'une véritable urgence. Trump a été le premier. Et voilà où ça se complique. La loi n'autorise jamais explicitement les tarifs. L'équipe juridique de Trump a soutenu que si le président peut réglementer le commerce lors d'urgence, cela inclut les tarifs. C'était une interprétation créative, peut-être trop créative. Attendez, ça empire encore. La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a examiné cet argument et a dit non. En août, elle a statué que l'IEPA ne donne pas au président le pouvoir d'imposer des tarifs. L'administration a fait appel auprès de la Cour suprême le 20 février 2026. Il y a seulement quelques semaines, la Cour suprême a statué 6 contre 3. L'IEPA n'autorise pas le président à imposer des tarifs. Point final. Voilà ce qui m'a empêché de dormir la nuit dernière. La réponse de Trump à sa défaite devant la Cour suprême. En quelques jours, il a signé un décret imposant un nouveau tarif de 10% sur tous les pays en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974. Une loi différente, le même effet. Des sources confirment maintenant que ce n'est pas une question de fentanyl. Le sénateur Cannell a exposé clairement sur le plancher du Sénat. Les propres données de Trump montrent que moins de 1% du fentanyl vient du Canada. L'argument de l'administration ne tient pas. Ce que nous apprenons, c'est que Trump a admis dans une interview qu'il a imposé des tarifs sur la Suisse simplement parce qu'il n'aimait pas la façon dont son dirigeant lui avait parlé. Pas de stratégie, pas de sécurité nationale, une impulsion. Des documents révèlent que le vrai objectif pourrait être les recettes fiscales. Trump veut financer des baisses d'impôts pour les contribuables aisés. Les tarifs génèrent de l'argent, estimé à 194 milliards de dollars en 2026 seulement. Voilà de quoi il s'agit vraiment. Des officiels disent maintenant que ces tarifs représentent l'une des plus grandes augmentations d'impôts de l'histoire américaine moderne. Et c'est régressif. Les familles au bas de l'échelle des revenus paient un pourcentage plus élevé de leurs revenus que les ménages aisés. Mais voilà où ça se complique. Les dommages économiques se propagent de manière que la plupart des gens ne voient pas. Quand le bois canadien est frappé par des tarifs, les constructeurs américains paient plus. Quand l'acier canadien est taxé, chaque fabricant américain qui utilise cet acier augmente ses prix. La taxe Fondation a fait les calculs. Le ménage moyen paiera environ 1 300 $ de coûts supplémentaires en 2026 du fait de tous les tarifs de Trump combinés. Les tarifs sur le Canada en représentent une grande partie. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment cela crée un effet en cascade dont personne ne parle. Les services de santé utilisent des ordinateurs et des appareils électroménagers comme intrants. Ceux-ci sont taxés. Les services professionnels dépendent de produits chimiques et de minéraux. Taxés. La charge ne frappe pas seulement les biens. Les services absorbent environ 1/6 du coût total des tarifs, même s'ils ne sont jamais directement taxés. Voilà à quoi je reviens sans cesse. Le Canada est le deuxième partenaire commercial des États-Unis. En 2024, les États-Unis importaient environ 700 milliards de dollars de marchandises du Canada annuellement. Un tarif de 35% sur ce volume ne fait pas que nuire au Canada, il réorganise toute la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Et puis ça s'est produit. Le Premier ministre canadien Mark Carney, qui a pris ses fonctions après le début de ces tarifs, a déclaré que le Canada doublerait ses exportations hors États-Unis au cours des 10 prochaines années. Ils cherchent activement à réduire leur dépendance aux marchés américains. 62% des Canadiens dans les sondages disent qu'ils prévoient d'éviter de voyager aux États-Unis pendant la prochaine année. Des rapports indiquent que les groupes touristiques américains paniquent. Le changement dans les voyages canadiens pourrait coûter à l'économie américaine 4 milliards de dollars par an. Les villes d'Alaska qui dépendent des touristes canadiens qui y transitent en voiture regardent leur économie s'effondrer. Attendez, ça empire encore.
La Chambre de commerce de l'Ontario a salué la résistance du Congrès face aux tarifs. Pensez-y. Des groupes d'affaires canadiens soutiennent ouvertement des législateurs américains qui s'opposent aux politiques du président américain. Voilà à quel point cette relation est devenue dysfonctionnelle. Ce que nous apprenons, c'est que Trump a augmenté les tarifs à 35% en août, puis a menacé des tarifs de 100% sur le Canada à propos d'un potentiel accord commercial avec la Chine, puis a annulé les négociations commerciales à cause d'une publicité du gouvernement de l'Ontario présentant Ronald Reagan en train d'argumenter contre les tarifs. Une publicité disant que les tarifs entraînent des représailles et nuisent aux entreprises américaines. Trump s'est mis en colère à cause d'une pub et a abandonné les négociations. Il a aggravé une guerre commerciale à cause d'une pub. Des sources confirment maintenant que même le propre parti de Trump est discrètement inquiet. La AFL-CIO, la Chambre de commerce des États-Unis, la National Taxpayer Union, les United Steelworkers, tous ont soutenu la résolution du Sénat pour mettre fin à ces tarifs. Mais ce n'est même pas la vraie histoire. Voilà où tout s'effondre. Et je veux dire littéralement. Nous assistons à l'effondrement simultané des normes politiques, des relations économiques et des alliances stratégiques. Laissez-moi vous montrer où tout cela mène. Trump a le droit de veto. Tout le monde le sait. La résolution de la Chambre est adoptée, part au Sénat. Le Sénat l'adopte, ça n'a pas d'importance. Trump y met son veto et il n'y a pas assez de votes pour l'annuler. Il faut les 2/3 des deux chambres pour annuler un veto présidentiel. Ça ne va pas arriver. Alors pourquoi parlons-nous même de ça? Parce que les totaux des votes vous disent tout ce que vous devez savoir sur l'endroit où le pouvoir se situe réellement en ce moment. À la Chambre, 219 ont voté pour bloquer les tarifs de Trump. C'est loin des 290 nécessaires pour annuler un veto, mais c'est suffisant pour envoyer un message impossible à ignorer. Voilà la chose. Ce ne sont pas des votes de protestation. Ce sont des représentants de circonscriptions indécises qui ont regardé les chiffres et décidé que les tarifs de Trump représentent un risque politique plus grand que la colère de Trump. Attendez, ça empire encore. Des rapports indiquent que Trump a essayé de faire pression sur ses républicains avant le vote. Il a posté des menaces sur les réseaux sociaux pendant le vote. Il a dit que quiconque voterait contre les tarifs en subirait sérieusement les conséquences lors des prochaines élections, y compris les primaires. 6 républicains ont lu ça et ont quand même voté contre lui. Voilà ce que personne ne relie entre les points. Quand vous perdez 6 votes à la Chambre avec une majorité extrêmement serrée, vous ne perdez pas seulement un vote, vous perdez le contrôle. Le président Johnson ne peut pas discipliner son groupe quand les membres savent qu'ils perdront leur siège à cause de ces tarifs. Et voilà où ça se complique. Parce que les tarifs ne sont pas l'objectif final, ils sont le levier. Trump veut de nouveaux accords commerciaux, veut des concessions du Canada, veut pouvoir dire qu'il a restructuré le commerce nord-américain, sauf que le Canada ne négocie pas. Le gouvernement de Carney a dit que les tarifs restent jusqu'à ce que les États-Unis prennent des engagements crédibles et fiables en faveur du libre-échange et d'un commerce équitable. C'est le langage diplomatique pour dire « nous ne vous faisons pas confiance ». Des sources confirment maintenant que l'AIOMC, l'accord commercial que Trump lui-même a négocié et signé lors de son premier mandat, est en cours de révision en 2026. Ces tarifs se produisent pendant cette période de révision. Trump viole son propre accord commercial pour faire pression sur le Canada afin d'obtenir quoi exactement? Ce que nous apprenons, c'est que personne ne sait quelle est l'issue finale. Pas les républicains du Congrès, pas les groupes d'affaires, pas les gouvernements alliés. La stratégie, s'il y en a une, change quotidiennement en fonction de l'humeur de Trump. Des documents révèlent que Trump a annulé les négociations commerciales avec le Canada à cause d'une publicité du gouvernement de l'Ontario. La pub présentait Ronald Reagan arguant que les tarifs entraînent des représailles et nuisent aux entreprises américaines. Trump s'est mis en colère à cause d'une pub et a quitté les négociations. Voilà à quoi je reviens sans cesse. L'instabilité est le but. Ou peut-être que ce n'est pas le but, mais c'est devenu la réalité. Les entreprises américaines ne peuvent pas planifier. Elles ne savent pas quels seront les taux de tarifs le mois prochain. Un seul tweet peut tout changer. Des officiels disent maintenant que la confiance des consommateurs est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de 2 ans spécifiquement à cause de l'incertitude tarifaire. Le marché boursier a perdu 4 000 milliards de dollars de valeur plus tôt en février. Pas à cause des tarifs eux-mêmes, à cause du chaos qui les entoure. Mais ce n'est même pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est ce qui arrive au pouvoir présidentiel après ça. La Cour suprême a déjà recadré Trump sur l'utilisation de l'IEPA.
Maintenant, le Congrès, y compris des membres de son propre parti, le défie ouvertement sur les tarifs. Si les tarifs de la section 122 font aussi l'objet d'une contestation judiciaire et perdent, que reste-t-il? Quelle autorité Trump a-t-il réellement pour remodeler la politique commerciale si chaque outil qu'il essaie d'utiliser est bloqué? Et puis ça s'est produit. Le sénateur Canet a dit quelque chose sur le plancher du Sénat à quoi je n'arrête pas de penser. Il a dit, si Trump peut déclarer n'importe quoi une urgence et utiliser les pouvoirs d'urgence, tout futur président pourra faire de même. Voilà le précédent qui est en train d'être établi. Pensez à ce que ça signifie. Le prochain président démocrate pourrait déclarer le changement climatique une urgence et utiliser des pouvoirs de type IEPA pour réglementer des industries entières. La violence armée comme urgence, l'accès aux soins de santé comme urgence, les inégalités de revenus comme urgence. Attendez, ça empire encore. Les républicains qui votent pour ces résolutions ne votent pas seulement contre les tarifs de Trump. Ils votent pour contraindre les pouvoirs d'urgence présidentiels. Ils s'inquiètent de ce qui vient après Trump. Voilà où tout le calcul change. Il ne s'agit pas seulement du Canada. Il s'agit de savoir si le Congrès va laisser les présidents, n'importe quel président, invoquer des urgences pour contourner les processus législatifs normaux. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pourquoi ce moment a plus d'importance que les gens ne le réalisent. Les dernières informations montrent que la cote d'approbation de Trump est en baisse. Les élections de mi-mandat approchent. Les républicains de la Chambre dans des circonscriptions compétitives regardent la douleur économique dans leurs circonscriptions et font le calcul. S'ils restent avec Trump sur les tarifs, ils perdent les électeurs modérés qui paient plus cher pour leurs courses. S'ils rompent avec Trump, ils risquent des défis aux primaires de la base MAGA. Certains d'entre eux choisissent de rompre, et c'est nouveau. Des sources confirment maintenant que d'autres résolutions privilégiées arrivent. Les tarifs sur le Mexique, le Brésil, les soi-disant tarifs du jour de la libération qui frapperaient tout le monde. Les démocrates ont débloqué le pouvoir de procédure pour forcer des votes sur tous ces sujets. Chaque vote forcera les républicains à choisir. Chaque choix révélera où se situe réellement l'équilibre du pouvoir. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce une véritable révolte du Congrès contre l'abus de pouvoir exécutif? Ou n'est-ce que du théâtre politique de la part de membres qui savent que le veto de Trump les protège? Parce que voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. Si ce n'est que du théâtre, pourquoi les républicains risquent-ils la colère de Trump en année électorale? Qu'est-ce que je rate? Dites-le moi dans les commentaires.